Donc cette thèse a été supervisée par François Charpier et Serena Ivaldi. Et pour la présenter, je vais d'abord vous présenter l'état de la robotique actuelle dans une partie contexte, où on verra notamment les limites de la robotique actuelle. Puis je vous présenterai l'état de l'art, c'est-à-dire les différentes recherches qui sont liées à ces problématiques liées à la robotique actuelle. Puis je présenterai les choix que nous avons effectués au cours de cette thèse, notamment ce qui nous a inspiré, le scénario qu'on a guidé, pour finalement vous présenter nos différentes contributions liées à la prédiction et à l'exécution de mouvements pour le bras robot. Donc lorsqu'on imagine le robot du futur, on imagine être capable d'aider les humains dans leurs tâches de tous les jours, de les assister au quotidien, de maîtriser leur environnement et de l'utiliser, de pouvoir même prendre des initiatives et de s'adapter aux volontés de leurs utilisateurs. Cela est souvent visible dans les films de science-fiction, comme on peut le voir dans cette vidéo. Malheureusement, quand on regarde la limite actuelle, on en est encore loin. Au lieu que ce soit les robots qui s'adaptent aux humains, c'est plutôt les humains qui s'adaptent aux robots. Comme cela a été dénoncé dans le passé par Charlie Chaplin des temps modernes, où on voit que Chaplin s'adapte à la vitesse de sa machine, ou encore, toujours actuellement, de manière moins humoristique, ça a été dénoncé dans Cache Investigation, Travail sur ton univers impitoyable. Donc là, dans cette vidéo, ça se voit pas bien, mais le salarié doit s'adapter à la vitesse de son chariot automatisé et à ses ordres. Donc ça, c'est à Amazon qu'on voit ça. Et de plus, les robots, ils prennent pas en compte l'humain. Souvent, ils sont isolés dans des cages, même si c'est de moins en moins le cas, ils sont toujours séparés de l'humain dans leurs actions. En recherche, on a quand même fait pas mal de progrès, comme on peut le voir avec les robots de Boston Dynamics, où ils sont de plus en plus capables de comprendre et d'utiliser leur environnement, notamment pour sauter. De plus, ils sont capables d'adapter leur rigidité afin de permettre aux utilisateurs d'interagir avec les robots, et ce sans trop perturber leurs tâches. De plus, ils commencent à prendre en compte l'humain, notamment dans leur environnement, pour éviter de les perturber. Concernant le robot sur lequel je vais travailler, il s'agit du robot iCub, un petit humanoïde de la taille d'un enfant de 4 ans, à peu près 1 mètre. Donc sur cette plateforme, beaucoup de recherches ont déjà été développées, notamment des outils de cinématique et de dynamique, à partir desquels ont été créées différentes applications, permettant notamment au robot de maintenir son équilibre, comme on peut le voir dans les différentes vidéos, et ce lorsqu'il marche ou quand il fait des poses type yoga. Et ce, même lorsque les utilisateurs exercent des forces sur son corps. Ainsi, les utilisateurs peuvent de plus en plus interagir avec le robot. Le robot est capable de prendre en compte les forces, de les compenser pour continuer à maintenir son équilibre. Malheureusement, dans toute cette recherche, il y a encore un gros problème, c'est la capacité du robot à collaborer avec les humains. En effet, les tâches sont souvent fixé a priori, le robot n'est pas capable de s'adapter au comportement du robot, même s'il commence à y avoir de la recherche là-dessus, et il ne sait pas prendre en compte les forces de ses utilisateurs ou les mouvements. Et en fait, derrière tout ça, ce qui manque, c'est la capacité du robot à prédire l'intention du partenaire, et c'est sur cette thématique que se concentre cette thèse. Donc pour cela, on va voir les différentes recherches qui ont été développées qui vont nous intéresser. Notamment, on cherche à décrire qu'est-ce que l'intention. Dans notre cas, on utilise l'approche téléologique de Gregory, qui dit qu'on voit que les bébés sont capables de prédire la poursuite d'un mouvement et l'action qui est visée, mais lui suppose que malgré ça, les bébés ne comprennent pas le pourquoi de l'action. Eh bien, notre robot sera dans cette situation où il sera capable de poursuivre le mouvement et de comprendre l'action qu'il doit exécuter, sans comprendre le pourquoi de cette action. De plus, Dragan a montré que lors de collaboration, les mouvements des deux partenaires doivent être à la fois intelligibles et prédictibles. L'intelligibilité, c'est le fait qu'à partir d'un mouvement initié, on puisse prédire le but. Et la prédictabilité, c'est la capacité de deviner le mouvement quand on connaît le but. Dans cette thèse, on s'intéresse surtout à l'intelligibilité, où le robot doit pouvoir prédire la poursuite du mouvement initié et l'action visée. De plus, les mouvements du robot seront à la fois intelligibles et prédictibles, puisqu'il s'agit de mouvements qu'il aura appris par guidage, par démonstration. Donc c'est l'humain qui va guider son bras, donc il s'agira de bras naturels humains, et donc à la fois intelligibles et prédictibles. Pour pouvoir apprendre les mouvements, on a utilisé l'approche des primitives de mouvement.
Et sur cette approche, il y a pas mal de recherches qui ont été développées, pas mal de méthodes qui ont été développées, notamment une de Kalina Lekedar qui permet à un robot de lever une poutre en collaboration avec son partenaire. Et pour apprendre cette tâche, il a appris différents profils de force qui lui permettent à la fois d'effectuer la tâche en tant que dirigeant ou en tant que personne qui suit le mouvement. Pour cela, ils ont utilisé de la régression de modèles, régression de mélange de Gaussienne et des modèles de Markov cachés. Une autre méthode très utilisée en robotique est les primitifs de mouvement dynamique, où l'on voit dans la vidéo que le robot peut apprendre à vider une canette dans un verre. Donc ça dépend de la position de but, le verre, et il apprend la forme de la trajectoire. Donc la formule est la suivante. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a une position G, c'est la position qui attire le robot, donc le verre, et une fonction F qui va encoder la forme de la trajectoire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la méthode présentée dans cette vidéo, où on voit qu'un robot est capable d'apprendre un mouvement lié au mouvement de son utilisateur. Donc il s'agit des primitifs de mouvement probabilistes, ProMP, et c'est sur cette méthode qu'on va se focaliser. Donc je vous laisse un peu la vidéo pour que vous voyez, c'est assez impressionnant. Je ne vais pas la mettre en entier. Donc là, on voit qu'il aide à attacher deux bouts de bois ensemble. Donc voilà. Donc cette méthode a été créée par Alexandros Parachos en 2013. Et dans sa contribution, il montre qu'elle peut être appliquée à beaucoup de méthodes, à beaucoup d'applications. Par exemple, le robot peut apprendre par une imitation, ou un bras robotique va apprendre à jouer à un jeu qui nécessite maîtrise de la vitesse et précision, ou encore pour apprendre un robot va apprendre des maracas avec différentes rythmiques. De plus, les ProMP contiennent beaucoup de propriétés, et notamment l'adaptation de la durée des trajectoires et la variabilité des longueurs. Et les différentes propriétés des ProMP peuvent être retrouvées dans d'autres méthodes, mais souvent où on complexifie le modèle pour retrouver ces mêmes propriétés. Par exemple, dans cette illustration, on apprend à représenter des lettres, et en fait c'est comme des mouvements, et la longueur de ces lettres varie, c'est comme la variation de la durée des trajectoires. Et Ben Williams a montré qu'avec des modèles de Markov cachés qu'il a complexifiés, il peut apprendre des lettres avec des longueurs différentes. Et Everton a fait la même chose avec les ProMP. De même, avec des modèles de mélange de Gaussienne, on peut apprendre à un robot à effectuer une tâche, et si la position but, donc le petit caisson, change de position, on voit que la trajectoire se raccourcit. De plus, le robot peut, grâce au ProMP, peut apprendre l'impédance lors de ses mouvements. Dans notre application, on va voir qu'il va apprendre, en plus de sa position cartésienne, les forces exercées par son utilisateur, et il pourrait apprendre de la même manière l'impédance qu'il doit avoir au cours du mouvement. Cela a été aussi fait par Rosso Castaneda par des modèles de mélange de Gaussienne, où le robot va apprendre à varier l'impédance durant toute sa tâche en fonction des perceptions visuelles et des forces de son utilisateur. Ce qui est intéressant surtout, c'est la comparaison entre les ProMP et les DMP, Dynamic Movement Primitive, c'est la méthode qu'on a vue précédemment avec le robot qui vide la planète, parce que les DMP sont très utilisés en robotique. Et Maeda a montré en 2014 que l'erreur de prédiction des DMP, l'erreur c'est la distance entre la trajectoire qui doit être prédite et la trajectoire réelle, est plus grande dans le cas de DMP que le ProMP. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est que quand on change la position finale à atteindre, les ProMP permettent de garder la forme de la trajectoire apprise, alors que dans le cas des DMP, la forme de la trajectoire est déformée. Or, nous, vu qu'on veut que le robot apprenne à adapter son mouvement au mouvement partiel initié par l'utilisateur, on veut aussi que la position but puisse varier. Donc maintenant, on va voir les différents choix que nous avons effectués au cours de cette thèse, et pour cela, on s'est inspiré de la coopération entre les humains. Les humains sont capables de prédire la poursuite d'un mouvement initié par leurs utilisateurs et l'intention implicite qui est derrière. Et pour cela, souvent, l'utilisateur donne différents types d'indices, et nous, dans cette thèse, on se concentre sur les indices non verbaux. Donc, par exemple, cela est visible dans cette vidéo, où par un geste de tête, je comprends que je dois attraper la salade, ou par un mouvement physique initié, la dame comprend qu'elle doit se lever. Inspiré de ça, on souhaite créer un robot capable de prédire les mouvements attendus par l'utilisateur. Donc, dans ces images, le robot est représenté en vert et l'humain en bleu. Dans la première colonne, on voit que l'humain commence un mouvement, soit en guidant physiquement le bras du robot, soit en effectuant un mouvement de tête.
Et en fonction de ce guidage partiel, le robot va devoir soit continuer le mouvement initié physiquement, soit faire un mouvement qui est corrélé au mouvement de la tête. Et ça, en fait, c'est indépendamment du contexte, parce que le robot n'a pas besoin de comprendre la situation dans laquelle il suit juste le guidage partiel de l'utilisateur qui, lui, adapte le geste au contexte. Donc cela permet à l'utilisateur notamment de garder le contrôle des mouvements du robot. Il peut avoir l'impression que c'est le prolongement de sa main, et c'est ce qu'on a vu dans une contribution dans laquelle j'ai participé de Sébastien Maréchal, que les humains aiment avoir l'impression que les robots sont la poursuite de leur main. Donc on répond à la question comment le robot peut-il prédire l'intention de son partenaire en identifiant le type de mouvement, donc il utilisera pour cela des primitives de mouvement. À l'aide d'attention conjointe, il utilisera notamment l'orientation de la tête de son partenaire, et par interaction physique, où il récupérera l'information cartésienne de sa main et les forces qu'il perçoit sur son bras. On répondra à la question comment peut-il identifier l'intention de son utilisateur parmi toutes celles possibles, parce qu'à partir d'un mouvement initié, en fait, il peut y avoir plusieurs intentions derrière. Il utilisera une approche qui est probabiliste, les pro-MP, qu'on a vu précédemment, et à l'aide d'informations provenant de différentes modalités. Il utilisera à la fois l'information visuelle et proprioceptive. Proprioceptive, c'est la position de son corps qu'il ressent et les forces qu'il reçoit aussi. Donc c'est ce qu'il perçoit dans son corps. Donc pourquoi on utilise plusieurs modalités ? Le fait d'utiliser plusieurs modalités, ça permet de lever l'ambiguïté des trajectoires. En effet, si on regarde la vidéo, les deux trajectoires présentées ont une trajectoire similaire. Si on représente par un geste de tête, le robot ne va pas pouvoir identifier quelle trajectoire il doit faire, parce qu'elles sont trop proches. Par contre, par un geste initié physiquement, il y a plus d'informations, c'est plus précis. Le robot pourra identifier quelle trajectoire effectuer. De plus, l'interaction physique, c'est quelque chose d'utile pour demander à quelqu'un d'être assisté physiquement, comme lever une personne d'une chaise. Et ça, c'est un but à long terme. De plus, l'interaction visuelle, ça permet de désambiguiser des trajectoires qui commencent de la même manière. Dans ce schéma, on voit que les primitives débutent de la même manière. Si on commence un mouvement dans cette zone ambiguë, le robot ne saura pas identifier s'il doit aller vers le haut ou vers le bas, alors qu'avec l'information visuelle, puisque c'est un geste de tête rapide, il verra rapidement le but à atteindre et il identifiera la primitive correcte. De plus, l'interaction visuelle, c'est une manière simple de demander quelque chose à quelqu'un, sans nécessiter que l'utilisateur touche le robot, ce qui des fois est perturbant pour l'utilisateur, et qui ne nécessite pas de charge physique à l'utilisateur. Maintenant, je vais vous présenter mes différentes contributions dans cette thèse. Et tout d'abord, on présentera comment on a adapté la méthode ProMP afin de permettre au robot d'apprendre des mouvements. Puis je vous présenterai notre première contribution qui concerne la prédiction et l'exécution de mouvements gestuels lors d'interactions physiques. Et on répondra notamment à deux questions. Comment estimer la durée des trajectoires et comment améliorer la prédiction à l'aide des informations des forces perçues, exercées. Puis dans une seconde contribution, nous présentons comment le robot peut prédire les mouvements gestuels lors d'interactions multimodales avec son utilisateur. Et on répondra notamment à la question quels sont les avantages des différentes modalités. Finalement, dans la dernière étude, et c'est le point clé de cette thèse, on verra comment le robot peut prédire les mouvements humains corps complet, et notamment comment il fait pour accélérer les calculs. Donc là, on se focalise sur la première étape, l'apprentissage de mouvements en adaptant les primitives de mouvements probabilistes. Pour cela, à ce moment-là, l'humain est professeur. Il va guider plusieurs fois le même mouvement en faisant des gestes de démonstration. Et à partir de ces gestes, le robot va apprendre une primitive. Cela lui permettra alors de générer des trajectoires dans cette primitive et notamment à les adapter à différentes contraintes. Donc pour cela, il enregistre... Alors là, je ne vais pas présenter tout le graphe. À chaque fois, je mets en avant ce dont je parle et je parlerai des autres parties après. Donc il va enregistrer la trajectoire cartésienne de son bras et les forces exercées sur son bras. Donc là, il y aura un utilisateur qui bougera son bras. Et il y aura un autre utilisateur en face du robot qui va faire le même mouvement avec sa tête. Il récupérera alors l'orientation de la tête de son deuxième utilisateur à l'aide du logiciel Intraface. Donc là, c'est le type de trajectoire de démonstration qu'il va enregistrer en fonction du temps. Et donc là, c'est qu'une dimension pour simplifier l'explication. Donc là, c'est la hauteur de la trajectoire. Et donc, pour chaque donnée de la ième trajectoire et de la tième mesure, il enregistrera l'information de la position cartésienne
de sa main, les forces reçues sur son bras et l'orientation de la tête de son partenaire. Et on verra par la suite que la position cartésienne, c'est utile pour la reconnaissance et la prédiction du mouvement. Les forces externes pour reconnaître la vitesse du mouvement et aussi détecter les erreurs. Et l'orientation de la tête pour reconnaître le mouvement. Donc à partir de ces données, le robot va modéliser chacune des trajectoires de démonstration. Pour cela, il utilise le modèle de ProMP, qui est constitué d'un ensemble de fonctions de base radiale qui sont étalées sur toute la durée de la trajectoire, pondérées par un vecteur de paramètres qu'il va ajuster afin de représenter la trajectoire en utilisant la régulation de Tikhonov. De plus, il y a du bruit qui correspond notamment à l'erreur des capteurs. Et pour pouvoir représenter les trajectoires, sachant qu'on voit bien qu'elles ont des durées différentes, vu que c'est des trajectoires naturelles, il y a un paramètre de modulation du temps alpha qui permet de rééparpiller les fonctions gaussiennes sur toute la durée de la trajectoire. Donc pour estimer ce paramètre, différentes études ont proposé différentes méthodes. Mayday propose un modèle de mélange de gaussienne. Everton propose d'adapter localement une adaptation locale temporelle du paramètre de modulation du temps. Et moi, je proposerai 4 méthodes qu'on va voir par la suite. Donc à partir de ces modélisations, le robot va apprendre une primitive de chacune de ces démonstrations. Pour cela, il va récupérer l'ensemble des paramètres calculés pour chacune des démonstrations. Il suppose que ces paramètres suivent une loi normale et il va calculer la distribution. Puis, le modèle de la trajectoire est supposé suivre une loi normale aussi, et par calcul des lois conditionnelles et marginales, il va calculer la primitive de mouvement probabiliste qui correspond. Donc en rose, c'est toujours les trajectoires de démonstration. En bleu foncé, c'est la moyenne de la distribution. Et en ombragé, c'est le 97e percentile. Donc à partir de 2 trajectoires, on peut déjà apprendre une primitive, parce qu'on a déjà une moyenne et une variance. Et plus on a de trajectoires, plus la primitive va avoir de la variation possible. De plus, dans le modèle, on a vu qu'il y avait des fonctions de base radiale. Et bien, on choisit le nombre de fonctions qu'on veut pour représenter les trajectoires. Avec 2 fonctions de base radiale, on voit que c'est insuffisant pour représenter correctement la trajectoire. Plus on en rajoute, là par exemple 5, plus le modèle est pertinent, précis. Mais après, il faut faire attention parce qu'au bout d'un moment, les temps de calcul vont être longs si on en rajoute trop. Si les trajectoires avaient été plus compliquées que celle-là, il aurait fallu bien sûr plus de fonctions de base radiale pour représenter la trajectoire. Donc voici le type de démonstration qu'on fait. Un utilisateur déplace le bras du robot et l'autre effectue le même mouvement de tête pour que le robot apprenne la corrélation entre les mouvements. Donc là, dans cet exemple, le robot apprend 2 primitives différentes qui commencent au même endroit et finissent au même endroit. Il y a un mouvement en forme de cloche et l'autre en mouvement rectiligne vers l'objet. Ces 2 ProMP sont représentés ici. En rouge, c'est la forme de cloche et en bleu, la primitive rectiligne. Et donc chacun des graphes, c'est une dimension des primitives. On les a éclatées pour pouvoir représenter les différentes données. La position de la main du robot, l'orientation de la main ou l'orientation de la tête. Et par exemple, le mouvement en cloche, on peut bien le voir là, où la hauteur varie en forme de cloche au cours du temps. Donc maintenant que le robot a appris ces primitives, on veut qu'il soit capable de prédire et d'exécuter les mouvements gestuels lors d'interactions physiques. Pour cela, l'humain initie un mouvement avec le bras du robot et il adapte ce mouvement à la situation donnée. Le robot, à partir de ce guidage, va devoir identifier et prédire la poursuite du mouvement. Et on cherchera à répondre à 2 questions. Comment estimer la durée des trajectoires et comment améliorer la prédiction avec l'information des forces exercées. Donc ça a été une contribution qu'on a soumise à Fonctions. Donc là, encore une fois, j'expliquerai tout au fur et à mesure. D'abord, l'utilisateur initie un mouvement avec le bras du robot, et à partir des N0 observations de la trajectoire, le robot doit prédire la poursuite de la trajectoire. Donc le robot, pour cela, doit reconnaître la primitive la plus probable parmi celles qu'il a apprises, et aussi la durée de la trajectoire. Pour cela, il peut utiliser le maximum de vraisemblance, où pour chaque paramètre de modulation du temps qu'il a appris qu'il a conservé de l'apprentissage, et pour chaque primitive apprise, il va chercher qu'est-ce qui maximise au mieux la vraisemblance. Une autre méthode, c'est la modélisation du paramètre de modulation du temps.
Pour ça, on s'est inspiré du modèle des ProMP, mais cette fois, au lieu que ce soit en fonction du temps, c'est en fonction de la variation des données entre l'instant N0 et 0. Donc, à partir de la variation entre N0 et 0, on est censé estimer la durée, le paramètre de modulation du temps. Grâce à ces informations, le robot va alors adapter la primitive reconnue aux observations. Donc, par exemple, sur le schéma, en bleu, c'est celle reconnue. En rouge, on voit que la moyenne passe par les observations. C'est ça qu'il veut faire. Puis, il exécutera la moyenne de la distribution a posteriori qui a été mise à jour. Et voici le type de résultat qu'on observe. Donc, on verra d'autres exemples par la suite. Donc, on a d'abord fait des tests en simulation avec le robot Hackle dans Gazebo. Et pour pouvoir manipuler le bras naturellement, on a utilisé une interface haptique. Dans ce test, on a appris 3 trajectoires différentes, à 3 hauteurs différentes. On a fait 40 démonstrations par test, en utilisant 4 personnes différentes. Donc, grâce au logiciel avec l'interface haptique, on a notamment pu contribuer à une publication faite par le projet Codico, où on a permis d'envoyer des forces dans la simulation pour lever le robot d'une chaise. Puis on a fait des tests sur le robot réel, où on a fait plusieurs expériences avec 2 ou 3 ProMP, et là on en représente 3 par exemple, où il va enregistrer différents types d'informations, comme la position cartésienne, les mouvements et les forces qu'il reçoit sur son bras. Donc on a d'abord proposé un logiciel libre d'accès pour le robot Hackle, où il y a une partie module MATLAB qui concerne tout ce qui est ProMP, donc modélisation des trajectoires, génération de mouvements, prédiction de la poursuite de mouvements. Et ça, vous pouvez l'utiliser indépendamment du Hackle pour apprendre n'importe quel type de trajectoire. Puis, on a créé un module C++ afin de permettre d'utiliser les ProMP pour permettre au robot Hackle de poursuivre le mouvement. On s'est intéressé aux différentes méthodes d'identification de la durée des trajectoires, puisque, comme on a vu, il s'agit de trajectoires naturelles et la durée des mouvements varie. Donc pour cela, on a testé 4 méthodes, et ce qu'il faut voir, c'est que la primitive de mouvement a une durée différente en fonction de la méthode. Et voici les méthodes. Donc soit on utilise la moyenne de tous les paramètres de modulation du temps enregistrés pendant l'apprentissage, soit on utilise le paramètre de modulation du temps qui minimise la distance entre la trajectoire observée, donc le début de trajectoire, et le début de primitive. Soit on utilise le paramètre de modulation du temps qui maximise la vraisemblance, ou alors on utilise le modèle qu'on a présenté précédemment, qui regarde la variation entre la position N0 et 0. Après, on a fait des tests statistiques pour voir lequel de ces modèles était le plus pertinent, et on a pu voir que le modèle donne de meilleurs résultats. C'est pourquoi, pour la suite, on utilisera la méthode du modèle. Aussi, on s'est intéressé à l'effet des forces reçues sur les compétences de prédiction, et on a pu voir que lorsqu'on utilise l'information des forces, l'estimation du paramètre de modulation du temps était meilleure. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Par contre, si on cherche à mettre à jour la primitive après reconnaissance de la primitive et de la durée, on voit qu'il vaut mieux pas utiliser l'information des forces pour mettre à jour la primitive. Donc c'est un peu comme si la dimension des forces biaisait la mise à jour de la trajectoire. Maintenant, on s'intéresse à permettre au robot de prédire des mouvements gestuels lors d'interactions multimodales avec l'utilisateur. Pour cela, l'utilisateur initie un geste physiquement avec le robot ou lui effectue un mouvement de tête. Et encore une fois, il adapte ses gestes à la situation donnée. Et le robot va devoir identifier et prédire la poursuite du mouvement avec là ou les modalités choisies par l'utilisateur. On verra notamment quels sont les avantages entre les différentes modalités. Donc là, on a soumis ce travail dans Humanoid Friendly Robotics en 2018. Donc pour cela, l'utilisateur a le choix entre utiliser la modalité visuelle, il fait le mouvement avec sa tête, le robot récupère la trajectoire de l'orientation de sa tête. En fonction de ça, il va identifier la primitive et la plus probable, et grâce au lien entre les dimensions de la primitive, il va reconnaître la trajectoire à effectuer d'un point de vue cartésien, et effectuer la moyenne. Ou alors, comme précédemment, il utilise l'information physique, qu'il utilisera pour prédire la trajectoire la plus probable et prédire la poursuite de la trajectoire. Ou encore, il peut utiliser les deux.
Dans ce cas-là, il utilise l'information visuelle pour identifier a priori la primitive qu'il doit faire, puis l'information physique pour mettre à jour la primitive. Donc voici le type de résultat qu'on obtient avec l'interaction physique. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il prédit rapidement la poursuite de la trajectoire quand je commence un mouvement. Et je valide juste pour ne pas casser le robot s'il y a un mouvement incohérent. Il va effectuer l'action qui est liée, c'est lâcher un objet dans une boîte. Avec l'interaction visuelle, voici le type de résultat qu'on obtient. Donc la personne effectue un mouvement avec sa tête, Intraface récupère l'orientation de la tête de son utilisateur et le robot agit en conséquence. Il reconnaît la primitive qu'il doit effectuer. Donc cette fois-ci, le robot prend en compte l'orientation de la tête et le guidage physique du robot. On a effectué un test avec 2 primitives, avec 10 trajectoires par primitive. Et en fait, c'est l'exemple qu'on vous a présenté précédemment. Le robot apprend à attraper un objet avec une trajectoire en forme de cloche ou rectiligne. Donc voici le type de résultat qu'on obtient. Donc en fait, la ligne noire, c'est les observations, jusqu'à la grande ligne. Et puis en petit point noir, ça doit être ce qu'il doit prédire, donc c'est des tests hors ligne, on connaît la trajectoire qu'il doit prédire. En bleu, c'est la primitive qu'il reconnaît, en vert, c'est l'autre primitive. Et en rouge, c'est la primitive qui met à jour. Donc on voit que c'est inclus dans le bleu, mais ça prend en compte les observations. Donc voilà. Et en fait, il va rejouer la moyenne de la distribution rouge. Donc c'est le mouvement le plus probable qui suit. Quand il s'agit d'interaction visuelle, les observations sont dans une autre dimension, la dimension visuelle. Donc A1, A2, A3, c'est l'orientation de la tête de l'utilisateur. Il va faire la même chose, prédire, identifier la primitive la plus probable et la mettre à jour. Et en fonction de la corrélation entre les dimensions, il va pouvoir créer le mouvement le plus probable. Donc maintenant, on s'intéresse à comparer les différentes modalités. Et on peut voir que l'erreur de prédiction de la trajectoire diminue avec le nombre d'observations lorsqu'on utilise le guidage physique. On passe de 3 cm à 1 cm d'erreur. Par contre, pour le guidage visuel, on voit que ça ne diminue pas avec le nombre d'observations. C'est-à-dire que plus il observe d'observations de la tête, en fait, ça ne lui permet pas de peaufiner la trajectoire. Ce qui est normal parce que même nous, en fait, si on voulait représenter la trajectoire avec un mouvement de tête, c'est pas assez précis pour nous permettre de peaufiner le mouvement. De plus, on peut voir que sur 38 tests, lorsqu'on utilise l'information multimodale en bleu, on n'a plus d'erreur à partir de 70% de la trajectoire. Et par contre, on voit que le multimodal n'améliore pas la mise à jour de la trajectoire. Vaut mieux utiliser l'information physique directement comme précédemment. Et là, on peut faire un lien avec ce qu'on avait vu avec les forces précédemment, où on voit qu'en fait, les autres dimensions biaisent toujours la mise à jour de la trajectoire, parce que l'information physique est plus précise. Donc, en résumé, l'utilisateur peut guider physiquement et visuellement le robot. Le guidage visuel, ça permet d'identifier a priori la primitive à utiliser, et c'est facile à effectuer. Le guidage physique, ça permet à l'utilisateur d'améliorer la trajectoire du robot. Et si l'utilisateur utilise le guidage visuel puis physique, c'est là qu'on peut avoir les meilleures performances, parce qu'avec les deux informations visuelles et physiques, il va identifier mieux la primitive à effectuer, et après il pourra mettre à jour avec le physique. Mais le problème, c'est que c'est difficile à effectuer, parce qu'on doit faire d'abord un geste de tête, puis guider le bras du robot. Maintenant, on s'intéresse justement à éviter à l'utilisateur d'avoir besoin de faire un effort envers le robot. L'humain n'a plus qu'à se déplacer, faire ses actions, et le robot doit identifier la poursuite de ses trajectoires. Donc ça, c'est une contribution qu'on a soumise à Humanoid cette année. Donc maintenant, l'humain ne s'occupe plus du robot, et le robot doit prédire les mouvements corps complets de l'humain. Et on s'intéressera dans cette étude à comment accélérer la prédiction du mouvement décrit par beaucoup de données. Donc encore une fois, on s'est inspiré de la coopération entre les humains, où on voit que lorsqu'une personne effectue un mouvement, on peut l'arrêter avant qu'elle fasse une erreur. Là, elle allait prendre des choses chaudes sans ses gants, parce qu'on prédit la poursuite de ce mouvement. Inspiré de ça, on aimerait que notre robot soit capable d'aider et d'arrêter une personne lorsqu'elle est en train de faire un mouvement non ergonomique, compliqué ou dangereux.
Et pour ça, en fait, le robot, il faut qu'il puisse prédire le mouvement du corps de l'humain en temps réel, parce qu'on ne s'occupe pas de cas trop dangereux non plus. Et l'enjeu, c'est que les postures humaines, si le robot doit traiter la posture humaine de l'utilisateur, il y a beaucoup d'articulations, donc beaucoup de données, et on va voir que c'est problématique par la suite. Donc le protocole dans cette expérience, on a utilisé le Xsense, la combinaison Xsense que l'utilisateur porte. Il y a un logiciel qui permet de reconstruire la cinématique de l'utilisateur. On a traité 7 actions différentes: se tenir debout, marcher, se pencher fortement, donner un coup de pied, porter un objet ou encore ouvrir une fenêtre. On a pris 10 démonstrations par action. Les trajectoires ont été normalisées en 70 échantillons. Et les postures sont représentées par 23 positions cartésiennes en 3 dimensions. Pour les tests, on a fait 70 tests en utilisant le Leave One Out Cross Validation. On garde un test à chaque fois, une trajectoire pour les tests, et on utilise toutes les autres trajectoires pour l'apprentissage, et on fait ça à chaque fois. Donc voici les résultats qu'on obtient avec la méthode précédente, les ProLP. Donc en rouge, c'est l'inférence à partir de 30% d'observation, et en noir, la trajectoire réelle. Et on peut voir que les résultats sont pas mal. Mais le problème, c'est quand on s'intéresse au temps de calcul, parce qu'on voit qu'avec l'augmentation de la dimension des données, le temps augmente vite. Là c'est pas très important encore, parce qu'il s'agit du temps pour modéliser une trajectoire, c'est pendant l'apprentissage. À la rigueur, si tu prends du temps pour apprendre, c'est pas très grave. Le problème, c'est surtout pour l'inférence. Parce qu'on voit qu'encore une fois, le temps de calcul augmente vite avec la dimension des données, et plus il observe la trajectoire, plus ça va être long. Et là, pour permettre au robot de réagir en temps réel, ça devient problématique. C'est pourquoi on s'est intéressé à compresser les données en amont. Donc les trajectoires vont être représentées dans un espace latent de dimension réduite. Ici, c'est en 2 dimensions pour vous permettre de visualiser. Donc là, chaque couleur, c'est un type de trajectoire. Puis, des primitives vont être appris dans cet espace latent. Comme ça, lorsque l'utilisateur effectuera un mouvement, le mouvement sera compressé dans l'espace latent, c'est les observations en noir. Et à partir des ProLP, on pourra prédire la poursuite du mouvement. Puis on décompressera la trajectoire inférée pour avoir la trajectoire réelle future de l'utilisateur. Pour cela, on a testé 2 méthodes pour encoder les données, compresser les données. Un auto-encodeur simple, qui permet de reconnaître et reconstruire des postures. Pour cela, dans notre expérience, on a utilisé 2 couches cachées pour l'encodeur, un espace latent dont on fait varier le nombre de variables, et 2 couches cachées pour le décodeur. On a essayé aussi une autre méthode plus compliquée, VTSFE, Variational Time Series Features Extractors. Donc l'idée, c'est qu'on utilise un auto-encodeur variationnel pour apprendre les distributions des variables, ce qui permet notamment de générer des nouvelles... de reconnaître des postures qui n'ont pas été apprises. Et en plus, on garde une dynamique entre différentes données encodées dans le temps. Parce que là, en fait, ça s'inspire de la méthode DMP qu'on avait vue au tout début de ces slides, où le robot devait vider la canette dans le verre. Et en fait, à partir de ça, la méthode VAE-DMP a été proposée par Shen en 2016. Et VTSFE, c'est une amélioration de VAE-DMP qui notamment enregistre la dynamique des variables latentes sans avoir besoin de connaître la position de but. Et dans notre cas, c'est important puisqu'on ne la connaît pas. Donc avec le simple auto-encodeur, voici le type de résultat qu'on obtient. Donc en rouge, c'est l'inférence, et en noir, c'est les observations. Donc c'est des résultats. Donc voici les trajectoires dans l'espace latent, et voici les primitives qui sont apprises dans cet espace latent. Maintenant, on s'intéresse à regarder l'impact de la dimension de l'espace latent sur la qualité de la reconnaissance. Donc là, c'est l'erreur de prédiction. Et on voit que l'espace latent, là c'est 2, 5, 10, 15, 30 et 69. On voit qu'à partir d'un espace latent de dimension 5, l'erreur de prédiction ne diminue plus. Donc il vaut mieux prendre un espace latent de dimension 5 parce qu'il est suffisant pour encoder les caractéristiques importantes des postures. Et après, sinon, ça rallongerait les calculs. Donc avec cet espace dimension de latence 5, maintenant on s'intéresse à l'impact du nombre d'observations sur la qualité de la prédiction.
Et on voit que plus le robot observe la trajectoire, plus il est capable de prédire la poursuite, ce qui est logique, puisqu'il a moins à prédire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de 60% d'observation, il fait moins d'1 centimètre d'erreur, ce qui est bien pour notre application. À noter, là, le petit saut dynamique, parce qu'on utilise un auto-encodeur simple, c'est pourquoi Shen s'était intéressé à enregistrer la dynamique dans l'espace latent. Et c'est ce qui a inspiré aussi VTSFE qu'on a utilisé. Donc voilà justement la méthode avec VTSFE.p, où cette fois la dynamique est conservée dans les trajectoires. Donc là, si on regarde la capacité de prédire la trajectoire compressée, on voit que plus il observe d'observations, plus l'inférence est correcte. Mais en fait, ça c'est que pour la trajectoire compressée. Si on regarde l'estimation des trajectoires dans l'espace réel, il y a un problème. On voit que l'erreur ne diminue pas avec les observations. Et même si on regarde l'auto-encodeur simple, le VTSFE, on voit qu'en fait, il y a aussi la même erreur. En fait, l'inférence, elle n'est même pas visible, tellement il y a des erreurs dans l'auto-encodeur. Donc il y a un problème à ce niveau-là à régler. Donc en résumé, les ProMP, ça permet de prédire les mouvements corps complets, mais les temps de calcul augmentent vite avec la dimension des données. Les AE ProMP, ça permet de prédire bien les mouvements corps complets et sans que le temps augmente avec l'augmentation des dimensions. Et VTSFE ProMP, c'est pareil que ProMP, sauf que ça a un avantage, c'est que ça garde la dynamique dans l'espace latent, mais c'est pas encore au point, il faut améliorer l'auto-encodeur. Donc après, qu'est-ce qu'on souhaite faire? On s'intéresse à comparer les performances avec une méthode similaire. En fait, Adrien Colomé a utilisé une méthode de compression suivie de ProMP comme nous. Mais sa méthode, c'est une matrice qui permet de représenter linéairement les données d'une manière réduite. Il faudrait comparer avec cette méthode les performances. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de combiner 3 travaux. L'un qui permet de téléopérer le robot, ce qui nous permettrait de faire apprendre au robot des trajectoires corps complets. Un autre qui permet de faire réagir le robot en fonction des mouvements humains. Et l'auto-encodeur ProMP qui permet de prédire la poursuite des mouvements humains. Avec ces 3 méthodes, on pourrait permettre au robot d'anticiper les mouvements de l'utilisateur et de l'aider en fonction de cette anticipation. Donc merci de votre attention. Avez-vous des questions? Donc, merci. Alors, la tradition veut qu'on demande au rapporteur venant le plus loin, il faut que Toulouse est plus loin. Toulouse est plus loin que Bordeaux? Oui. Ah ouais. C'est Rachid à la vie de recherche. Ça dépend si c'est en temps ou en... J'ai mis plus de temps pour arriver, je crois quand même. Il y a plus de temps là, parce qu'en fait j'ai 60 minutes sur mon texte, c'est pour ça que j'ai dépêché, mais j'ai pas dû le mettre à jour. Moi, je trouve que tu avais 45 minutes, comme ça. C'est bon? 45 quand même. C'était pas Non, c'est Ah très oui, bien. oui. J'ai 60 minutes alors. Oui, ça va un peu sortir, ça. Je n'ai pas j'ai pas de perspective. C'est une accélération brutale de la conclusion. Bon, donc j'y vais. Tout d'abord, je suis vraiment content d'être ici et de participer à ce jury. Parce que c'est un endroit que j'aime bien, même si je ne viens pas suffisamment, je viens plus. Avec les gens d'ici, il y a plein de choses intéressantes à faire avec vous. Et ce travail, justement, m'intéresse personnellement à plus d'un titre, je veux dire. Donc, j'ai dit dans mon rapport, je ne vais pas répéter ici, mais quand même, en 2 mots, que je trouvais ce travail très intéressant et très pertinent et minutieux, bien travaillé sur plein d'aspects. Voilà, et puis la présentation me plaît aussi beaucoup, très rythmée, très claire, et tout à fait complémentaire au document, dans le global. Il y a une chose sur laquelle tu n'as pas insisté ici, mais elle est dans le document, c'est la partie état de l'art. L'introduction globale du problème et tout ça, pour résumer, c'est très bien, et c'est tant mieux. Ce qu'il fallait ici, je vais poser quelques questions. Alors, à différents niveaux, il y en a certaines qui sont techniques, d'autres qui sont plus, on va dire, un peu philosophiques. La première, qui est plus générale, mais tu l'as mis au niveau de l'introduction, donc je la pose.
tu dis, alors il y a un des aspects essentiels dans l'interaction de robot, c'est la prédictibilité, que tu as mentionné. Et à un moment donné, tu dis, les mouvements du robot vont être plus prédictibles parce que ce sera l'homme qui lui aura appris les mouvements. Est-ce que c'est sûr, ça? Voilà. Et puis surtout, c'est pas le même humain qui a appris et celui qui l'utilise. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce point? Alors ça, j'avoue que c'était mon interprétation, parce que pour moi, les mouvements humains, en fait, naturellement, quand on fait un geste, on est capable de prédire la poursuite du mouvement. D'ailleurs, il y a Daniel Lekovitch à Lille qui avait montré qu'on peut même prédire en plus du mouvement ce qu'il y a derrière. Donc là-dessus, je me dis que c'est assez prédictible. Oui, c'est vrai qu'on dit aussi que la balistique du mouvement humain est prédictible de certaine manière. Voilà. Oui. Sauf que là, il est contraint par le robot, il n'a pas la même balistique, là, il est en train d'apprendre le mouvement. Mais d'accord. Donc je vois, c'est ça l'idée, c'est que l'homme va aller plutôt au but d'une certaine manière, voilà, et conduire les choses, notamment. Oui, c'est en imaginant que le robot arrive à reproduire exactement le mouvement. À peu près, en tout cas. Voilà. Donc, alors, une deuxième chose qui est très... donc tu décris la méthode et comment, grâce à la méthode dans la première partie, le robot peut prédire l'intention de l'homme, c'est-à-dire dans le cas où il y a plusieurs sorties possibles de trajectoire laquelle il va prendre. Est-ce qu'au moment de l'apprentissage, il est possible qu'on fasse un mauvais apprentissage, c'est-à-dire qu'on fournisse au robot quelque chose qui ne lui permette pas de bien séparer, on va dire, les sorties possibles. Si on fait des erreurs pendant l'apprentissage. Oui, c'est-à-dire, par exemple, là, l'homme a fait un joli geste là pour bien distinguer entre les deux mouvements, en ligne droite et tout ça, mais j'imagine un mauvais programmeur, quelqu'un qui a fait un mouvement un petit peu comme ça, est-ce qu'il y a moyen, quand on fait l'apprentissage, de mesurer, que le robot va détecter suffisamment tôt la bifurcation, on va dire. On pourrait, si pendant l'apprentissage, on vérifiait que la distance de la case divergence est suffisamment grande entre les deux primitives. On peut le faire, il y a moyen de le faire. On pourrait dire, attention, là, les deux primitives sont trop proches pendant trop longtemps, c'est ça. Alors, j'ai une question par rapport à ça, parce que justement, j'ai essayé en lisant la thèse de voir comment, parce que c'est ce que tu dis, et j'y crois vraiment, mais comment ça peut être intégré dans une architecture globale d'interaction robot. Est-ce que le schéma, tel que tu le définis, fonctionnerait avec une intervention de l'homme, pas au début du mouvement? C'est-à-dire qu'on lance le robot pour faire une tâche, et puis on l'attrape et on le dévie pour qu'il aille vers... On change d'avis. L'homme change d'avis et le dévie pour l'amener vers le deuxième objet, par exemple. Est-ce que ce serait possible d'avoir ça? C'est-à-dire que l'homme intervienne au milieu et pas au début? Et ça, j'imaginais, j'en avais parlé un peu justement, où je disais, ce qu'on pourrait faire, c'est vu qu'il apprend le profil des forces pendant le mouvement, s'il reçoit des forces plus fortes à un moment, il peut interpréter ces forces. Mais pour ça, il faudrait en plus ajouter le fait qu'il reconnaisse que c'est une force volontaire qui est dirigée vers un but et pour pouvoir le suivre. Parce que sinon, s'il rentre en collision avec quelque chose, il ne faut pas qu'il dise « Ah oui, il faut que j'aille par là ». D'accord, mais sinon ce serait possible. Si l'homme dit « Attention », par exemple, il le dit et il fait. On peut imaginer, oui, qu'ils se disent « Il y a un problème, je suis la force ». Voilà, c'est ça. Il faudrait changer le modèle. Ou on peut aussi imaginer qu'il y a un autre capteur de contact qui détecte qu'on a posé la main sur le feu, je sais pas. En plus, avec le iCloud, on l'a dit encore. Donc ce serait possible d'intégrer, on va dire, une interaction, une intervention de l'homme, de l'humain pendant le mouvement. Ça me semble possible. Ce serait possible. Il y a une troisième chose à laquelle j'ai pensé en voyant les choses, notamment avec les doubles modalités. Est-ce que, par exemple, on peut aussi passer, je veux dire, on fait un mouvement rapide ou doucement, est-ce que ça peut aider le robot à l'interpréter comme vas-y vite ou vas-y doucement? En fait, j'ajoute non seulement le quoi prendre, mais aussi dépêche-toi. En fait, normalement, il estime, avec le paramètre de modulation du temps alpha, il estime la durée de la trajectoire. Du coup, normalement, si tu fais un mouvement rapide, en fait, si tu fais trop rapidement, il ne reconnaîtra rien, pour être honnête.
Mais si on va... Mais ça c'est pas la faute du système, c'est la faute du système de reconnaissance, oui, c'est voilà. pas la faute du système. Mais théoriquement, voilà. Vu qu'il regarde la variation entre les deux valeurs, ouais. il devrait pouvoir voir que la durée, enfin la vitesse est plus rapide et anticiper le fait qu'il doit aller plus rapidement. Ce serait possible. On pourrait lui permettre ça. Donc ce serait une en fait, c'est ce qu'il fait, vu qu'en fait, s'il reconnaît la vitesse dans la dimension visuelle, il va adapter la durée de la trajectoire. Il le fait déjà, d'accord. En fait, avec le paramètre de modulation du temps, c'est implicitement ce qui se passe normalement, enfin théoriquement en tout cas. Je n'ai pas testé non plus. Ok. Alors, une autre question, là, bien sûr, je la planifie, donc ça me donc cette modélisation qui est très jolie des trajectoires, qu'est-ce qui se passe s'il y a un obstacle qu'on modifie? Ouais. Alors pour l'instant, c'est-à-dire, je modifie la trajectoire, mais soit il y a un obstacle, soit il arrive en buter sur ces degrés de liberté. Il fallait bien que je la pose. Oui, oui. Alors dans cette étude, le robot il est comme aveugle à son environnement. Il comprend juste l'interaction avec son humain. Et il n'adapte pas ses trajectoires au contexte, à la situation. On suppose que c'est l'humain qui, quand il guide le robot, ne va pas le faire aller dans un mur. Donc, pour l'instant, c'est ça qu'on suppose. Et en fait, il faudrait utiliser d'autres méthodes pour permettre au robot d'adapter le mouvement au contexte, à la situation donnée, de traiter avec du traitement d'image les collisions ou par des capteurs s'ils commencent à rentrer en contact, mais c'est dangereux, adapter le mouvement. Et ça, c'est une autre problématique. Est-ce que le schéma est compatible avec ça? C'est ça mon idée. Je sais que dedans, il n'y a pas de l'élection de collision, mais est-ce que le schéma ProMP reste pertinent? Là-dessus, justement, on pourrait utiliser plutôt un truc qui permet d'apprendre des trajectoires en prenant en compte différents types de contraintes pour adapter le mouvement. Après, faire un lien entre les deux, je ne sais pas trop comment on pourrait le faire. Mais là, une approche où le mouvement est calculé plus que les ProMP, ou qui adapte la ProMP au... Ah oui, non, j'ai une idée. Si dans la distribution qu'il a apprise, on pouvait faire en sorte qu'il prenne en compte les contraintes pour prendre le mouvement dans la primitive reconnue qui évite les choses, ça serait mieux. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Je peux la faire. Oui, parce que mon idée c'est de voir si par exemple le ProMP pourrait servir à prédire où aller, mais c'est pas lui qui exécute. Il y aurait une autre fonction d'exécution. Voilà. À partir du moment où il me semble que le ProMP a l'air puissant pour pouvoir bien prédire le mouvement, et puis voilà, il a fait son travail. C'est une autre primitive de contrôle d'exécuter la tâche, on va dire. Et ce qu'on peut dire, c'est que là, on prend la moyenne de la distribution connue, mais on peut garder toute la primitive et demander au contrôleur après. Voilà. Par contre, il faut éviter ça, il faut éviter de coûter. Enfin, voilà. On peut rajouter. D'ailleurs, c'est une question que j'avais, c'est que tu disais qu'une fois détecté, le robot va sur la trajectoire en moyenne. Mais... Parce que c'est la plus probable, et parce qu'on n'a pas ajouté de. Oui, mais ça dépend où il est, au moment où il a prédit. Il peut être très loin de cette trajectoire. Donc il se rabat vers elle au plus vite. Ah oui, on le voit un peu avec le visuel. Il y a un moment où je lui faisais faire un geste comme ça, il faisait ça. Puis après, je faisais un test comme ça et on voit qu'il rattrape. Il rattrape, voilà. Donc là, il revient sur la trajectoire. D'accord. Moi, j'ai encore deux questions. Le travail sur le corps complet est impressionnant. Vraiment, on a presque l'impression que c'est de la magie. Comment le système arrive à prédire aussi bien. Alors justement, pourquoi? Comment ça se fait? C'est des mouvements répétitifs. Qu'est-ce qui fait que le système est si bon? Alors déjà, c'est des actions, on a pris 7 actions seulement, c'est pas il se balade, il fait ce qu'il veut, c'est très limité, c'est encore, c'est une expérience quoi. Il faudrait, on est loin du fait de prédire, là je fais un geste, il arrive à prédire la suite, c'est moins général que ça, enfin on ne l'a pas testé en tout cas. Donc je pense que c'est lié à ça. Après les trajectoires pour l'instant elles sont rééchantillonnées en 70 instants, parce qu'on voulait comparer à l'état de l'art. Donc déjà tout ce qui est prédiction de la durée et tout, ça n'a pas été utilisé là. Donc on est dans un cadre très strict et je pense que c'est pour ça qu'on a des aussi bons résultats. C'est vraiment Il faudrait voir à plus grande échelle ce que ça donne.
je dis, là aussi, ça donne envie d'avoir un tel système. Alors, mais quand même, là aussi, il se pose un petit problème une question de contexte. Le robot, il a besoin d'interpréter le mouvement dans le contexte. La personne qui retient l'autre personne, c'est parce qu'elle va au four. Elle va pas au frigo, par exemple. Voilà, ou elle va pas à l'armoire, ou elle va pas. Donc voilà. Et pareil, la fenêtre, elle ouvre la fenêtre si c'est vraiment une fenêtre. Sinon peut-être qu'elle ouvre autre chose. Ouais. Donc justement, alors où est-ce que là aussi, alors de nouveau, je ne vais pas vous demander de tout faire, mais est-ce qu'il y a moyen de faire le lien entre ça et le contexte? Comment vous le voyez? Et plus généralement, ça sera ma dernière question, vous le dites bien, dans le manuscrit, tu dis que c'est des primitifs que tu as fait à un niveau intermédiaire dans une architecture générale, celle qui lie, on va dire, physiquement le robot à l'homme, etc. Donc ma question plus généralement, c'est comment tu vois l'usage de ces outils dans le cadre d'une architecture générale, c'est-à-dire pour une tâche complète, par exemple. On peut imaginer qu'on ajoute d'autres choses, par exemple la détection des points d'intérêt dans une scène pour qu'il détecte les objets, par exemple les bouteilles, etc. Comme ça, il peut voir s'il y a un mouvement vers attraper qu'il aurait appris, il peut deviner, ah ok, il va attraper la bouteille, je vais réagir en fonction. En fait, on peut ajouter plein de trucs pour essayer de faire en sorte que le robot comprenne mieux l'environnement pour pouvoir aider l'utilisateur. Mais ça, en fait, pour moi, c'est assez à long terme, quoi, parce que c'est super compliqué de comprendre l'environnement. Bien sûr. Donc, moi, ce que je vois là, c'est que c'est un outil puissant à intégrer dans une architecture plus large où on va intégrer la tâche et le contexte. Et on est encore loin de permettre à l'utilisateur d'aider l'humain dans ses tâches quotidiennes. Oui, non, ça, je sais, oui, il faut qu'on nous laisse le temps de travailler un peu notre recherche. Tout à fait. Voilà, merci. Merci. Maintenant, on va passer au deuxième rapporteur, qui est David Danet, qui est chargé de recherche à l'Université Bordeaux. Merci. Donc, tout d'abord, je remercie tout le monde d'avoir été ici pour ce sujet. Effectivement, tout ce que Bordeaux était très intéressant. Je souligne la qualité de l'état d'art et cette espèce de travail en largeur qui était vraiment intéressant, vraiment agréable à lire. À la limite, je pense qu'il y avait même peut-être une valorisation à faire sur ce chapitre-là, en mettant peut-être un peu plus de vision, de positionnement en fait, là-dessus. Franchement, je trouve ça très intéressant. Alors après, j'ai un peu été embêté, quoi. Pourquoi? Parce que l'introduction en fait, de l'état d'art était plutôt vraiment sur la direction homme-robot. Et en fait, les chapitres suivants, en fait, je passe le côté matériel, étaient vraiment assez techniques en fait, sur les probabilités. Donc j'étais un peu frustré en fait, puisque ça s'annonçait vachement bien, donc j'étais content. Ce qui n'empêche, je vous dis ce que je dis, ce qui n'empêche en fait de l'intérêt en fait, de ces chapitres techniques. Et de l'intérêt en eux-mêmes en fait, de ces chapitres techniques. Voilà. Et après, en fait, ça revient en fait, sur le dernier chapitre, sur le complet. Alors pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je me disais, mais on cherche à avoir l'intention de l'utilisateur. J'ai l'impression que c'est plutôt l'intention du robot qu'on a, donc j'étais un peu décalé. Quoi. Dans le sens en fait, où on observe plutôt le robot, et quand on cherche l'intention de l'utilisateur, on observe plus volontiers en fait, l'humain. Alors, je te rassure, c'est revenu en fait sur le dernier chapitre là-dessus, et puis j'ai vraiment apprécié en fait les conclusions. Mais voilà, j'étais un peu tiraillé quoi. Et puis je suis revenu, j'ai mis ça dans mon rapport, donc ça c'est clair. Alors, moi j'avais des questions un peu plus techniques. Juste avant les questions, parce que je l'ai oublié, c'est parce que en fait il n'y avait pas l'ordre dans lequel ça a été fait. On s'est d'abord intéressé à permettre au robot de prédire la poursuite des mouvements de l'utilisateur et d'exécuter ces mouvements. Et en fait, dans l'état de l'art, moi j'avais personnellement envie d'ajouter le lien avec le réel, l'humain et tout ce qu'on connaît en sciences. Voilà.
Donc ça explique pourquoi les conclusions en fait ont fait rattraper le ça. En schéma. fait, ça a été fait après, a priori après le travail technique. Donc tu as des perspectives directement dans l'état de l'art. Non, mais enfin, franchement, c'était vraiment très intéressant. Et les aspects techniques et les aspects de positionnement en fait là-dessus. Alors moi j'ai des questions un peu plus techniques. Il y a un choix en fait a priori dès le départ. Alors si on revient sur l'état de l'art par contre, j'ai vu que tu avais mis un slide. Donc comme il est assez exhaustif et vraiment très intéressant, mais on a envie en fait de gratter plus loin. Et sur la représentation en fait du mouvement, on est quand même on est resté bloqué en fait. Enfin c'est bien, c'est déjà pas mal, hein, c'est pas un reproche. Hein, sur les primitives de mouvement. Et il y a quand même d'autres de décomposition en fait, du mouvement humain. Donc j'ai vu que tu avais mis un slide sur la chronotype à l'inverse. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est essayer de comprendre pourquoi la personne en fait fait ce geste-là, plus que la précision du geste entier. Alors pourquoi? Parce que pour finir, en fait, quand on tape avec un marteau, on essaye de mettre de l'énergie dans le marteau. À la limite, si c'est juste ça en fait l'objectif, peut-être qu'on va mal taper en fait avec son marteau et ainsi de suite. Donc il y a quand même derrière une signification en fait au geste, ou en tout cas une intentionnalité au geste dans le fait en fait qu'on veut faire faire une certaine tâche, et que là en fait ces primitives, bien que j'ai vraiment été intéressé par le fait qu'on puisse les implémenter, elles sont rapides, elles sont flexibles, elles permettent ça. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin en donnant un sens au geste là-dessus, en utilisant éventuellement d'autres types de décomposition fréquentielle ou à l'inverse? Alors, ça, quand on s'intéresse plus à l'intention de l'utilisateur et à ses erreurs, oui, c'est intéressant d'analyser comme ça, parce qu'on peut comprendre ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a raté. Nous, on n'en est pas là, c'est beaucoup plus complexe et ça ne permet pas au robot d'agir en temps réel, nous. Parce qu'en fait, pour ça, en fait, c'est du calcul d'optimisation, c'est long en calcul et on ne pourrait pas permettre au robot, enfin maintenant en tout cas, de réagir en conséquence. C'est encore plus compliqué. Mais en perspective très loin, peut-être que ce sera intéressant de faire. Et est-ce qu'on ne peut pas s'en servir pour analyser un résultat, c'est-à-dire un truc qui soit offline, qui soit offline, pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui, dans le mouvement, est intéressant en fait à encoder, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Oh, ça, ils le font déjà. J'ai lu des trucs rapidement dessus, j'ai oublié les noms. Mais non, sur vos techniques de pointer. Est-ce que, par exemple, dans le choix en fait, des variables que vous considérez, donc, par exemple, donc, il y avait de la position, il y avait des forces, des vitesses, est-ce qu'on ne peut pas en fait, utiliser ces techniques-là pour essayer de voir quelles sont les dimensions que vous allez choisir ou des choses comme ça. Ça servirait de référence en fait pour l'analyse. Apprendre en fonction, au cours du mouvement, les fonctions de coût qu'humain a mis dedans, enfin ce qui l'intéresse dedans, c'est ça. Donc, ouais. Si on arrive à les calculer, donc ça serait du calcul pendant l'apprentissage. Non, mais ça doit être quelque chose d'offline. C'est-à-dire que sur un certain nombre, vu qu'on lui apprend un certain nombre de mouvements, on a du temps en fait pour apprendre qu'est-ce que c'est que ces mouvements-là, puisqu'on est limité en fait dans le nombre de mouvements en fait, qu'on a à considérer. Il y a un travail sur chacun des mouvements qui se fait offline, par inline. J'imagine que ça pourrait permettre même au robot de perfectionner les mouvements qu'on lui a guidés s'il comprend le but qu'il y a derrière. Ça paraît intéressant, ouais. C'est compliqué mais intéressant. Donc c'est un choix pour vous en fait de faire des 3MP et des primitives de mouvement. Et vous n'avez pas forcément regardé le reste, c'est juste une question. Oui, et en fait c'est parce qu'on, enfin c'est pas pour ça, mais dans les faits ça revient au fait que on s'est limité dans l'intention à l'approche téléologique, où en fait le robot comprend juste le mouvement et l'action sans comprendre les intentions derrière. Là ce que tu dis c'est une compréhension de l'intention encore plus profonde, c'est pourquoi il effectue ce mouvement comme ça, qu'est-ce qu'il cherche à... Enfin, quelles sont les fonctions de coût auxquelles il obéit. C'est encore plus profond. C'est vrai. Donc après, alors après aussi pour essayer d'aller plus loin, là on a plutôt donc
un encodage cartésien en fait, du mouvement, absolument particulière. Oui. Alors c'est pareil, est-ce que c'est pas discuté dans la thèse, donc c'est vraiment ma curiosité, est-ce que ça a été un choix, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Dans l'état de l'art, souvent avec les pro-LP, ils apprenaient les articulations du robot. Mais en fait, avec le robot Hacker, on a un très bon contrôleur qui permet, en fonction de la position cartésienne, de calculer rapidement le mouvement à faire. Et dans les faits, ça fait moins de dimensions à apprendre, ça sera plus précis. Et vu que c'est des mouvements dirigés, enfin, c'est la position finale de l'effecteur qui compte, j'ai décidé d'apprendre ça. D'accord. La réflexion, en fait, elle était là derrière, c'est-à-dire que lorsqu'on apprend à quelqu'un à faire un geste, j'essaie de me mettre dans une condition là-dessus, c'est rare en fait qu'on utilise que des points, c'est-à-dire comme une marionnette. C'est-à-dire que la marionnettiste, il va contrôler les bouts en fait, de la personne. En général, quand on explique quelqu'un un geste, on le tient pas à un endroit, on le tient en fait, on contrôle aussi sa redondance. Alors pourquoi en fait je m'intéresse à ces questions-là? Parce que pour tout ce qui est formation après derrière, moi j'ai vu beaucoup d'intérêt en fait pour pouvoir former quelqu'un, c'est-à-dire essayer de corriger en fait un geste qu'il aurait à faire. Donc il est en train de faire un geste, il a l'idée de faire un geste qui apprend à faire une action, c'est des questions en fait, qui ont été déjà posées un peu derrière. Et donc c'est fortement lié aussi à la façon en fait, dont on modélise en fait, le mouvement. Est-ce que vous pensez qu'au regard de la littérature, je pourrais y arriver? Est-ce que je dois m'intéresser à ça par exemple? Ah ouais, clairement. Ouais. Et dans notre cas, par contre, le bras du robot, il est assez, il était assez compliqué à manipuler. Je pense que c'était plus précis de prendre la position finale plutôt qu'essayer de gérer les différentes articulations que je ne gérais pas par là. D'accord. Ensuite, page, le transparent 49, quelque chose comme ça. Est-ce que je peux le revoir? 49. Alors, ou 50. Ah. Alors, je ne sais plus si c'était là, donc je vais poser la question. Il y a quelque chose en fait qui était intéressant, mais ça m'a posé beaucoup de questions. C'est, vous l'avez dit en première partie de la présentation, où les données en fait cartésiennes étaient plutôt là en fait pour prédire les trajectoires, en fait, pour les calculs de trajectoire, en fait, pour les calculs en fait des trajectoires qui étaient à la fin. On avait vu aussi que regarder en fait une cible, la trajectoire de regard du cible était mieux pour prédire en fait la trajectoire. Et c'est au niveau des forces, à un moment en fait, vous dites que pour la prédiction, je crois, des vitesses, à un moment, c'était pas mal. Alors, c'était celui-là ou pas aussi? En fait, au tout début, j'en parle, et en fait, ça se voit. Donc, on va... Voilà. Alors, honnêtement, autant je comprends en fait que certains facteurs soient très discriminants en fait sur le choix des trajectoires en fait, la prédiction de la trajectoire. Pourquoi? Parce qu'il y a surtout si c'est des facteurs qui sont très discriminants en termes de modélisation, etc. D'ailleurs, c'est un peu les limites en fait, de notre approche. On s'est dit, est-ce que les trajectoires en fait, qu'on a fait, au final, il y a juste à regarder ces critères-là en fait, pour les refaire. Si on a des critères qui sont très très discriminants, pourquoi mettre toute cette machinerie complexe en fait, pour pouvoir discriminer des trajectoires? On en reviendra. Par contre, ce que je ne sais pas, donc vous avez expliqué dans la thèse, et je crois que vous l'avez dit ici, c'était que c'est une question en fait, de précision en fait, des données qui permettent soit de recalculer la trajectoire, soit de choisir la trajectoire. Et je n'ai pas compris en fait, sur les forces pourquoi ça marchait mieux sur les vitesses. En fait, c'est l'estimation du paramètre de modulation du temps. Il est fait en fonction de la variation des données. Et en fait, c'est lié à la durée, à la vitesse. Et en fait, l'information des forces, ça paraît assez logique, parce que F égale ma, c'est lié à l'accélération, et c'est lié à la vitesse et la durée des trajectoires. Donc, en fait, il y a un petit lien. La trajectoire, c'est la dérivée, donc
après. Non, mais je vois pas le problème. Non, non, si on prend la trajectoire et qu'on dérive, Oui, mais là, on n'a pas la trajectoire, on regarde pour estimer le paramètre de modulation du temps. Avec le modèle, on utilise la variation entre deux données à deux instants différents, à N0 et 0. On regarde la variation brutale et en fonction, on essaye d'identifier, enfin ça c'est le modèle, la méthode modèle, on essaye d'identifier le paramètre de modulation du temps comme ça. À noter que cette méthode, elle est vraiment liée au type de trajectoire qu'on apprend, parce que si on avait une trajectoire qui variait comme ça, si on prend deux instants, ça ne permet pas d'estimer la durée. Là, c'est parce que c'est des trajectoires qu'on imagine naturelles, comme les humains font, où vu que c'est dirigé vers un but, ça varie un peu de manière continue, il n'y a pas de... on ne revient pas en arrière. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, alors ça me fait penser en fait à quelque chose, c'est-à-dire est-ce que vous avez cherché à essayer de normaliser ou de pondérer en fait l'ensemble des critères. Pourquoi ça m'embête? Parce que ça veut dire qu'à chaque fois en fait on doit apprendre une nouvelle modalité. En fait on remet en cause en fait toute l'architecture qui est proposée. C'est-à-dire que si cette tâche en fait a une modalité qui est meilleure pour faire pour anticiper la trajectoire ou pour la déterminer, etc., à chaque fois en fait il va falloir refaire en fait et recomparer comme vous le faites. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen, avez-vous réfléchi au fait de pouvoir pondérer en fait ces différents critères, enfin pondérer pour être vraiment grossier. Est-ce qu'il y a fait une question de normalisation aussi des données? Si c'est une question en fait d'incertitude qui est liée aux données, comment peut-on faire un critère commun en fait qui permette d'avoir toutes les modalités pour faire en même temps des choix et des Alors par rapport à la pondération, il y a déjà une partie de la réponse qui est on peut donner la précision des données dans le modèle. Enfin, on a une erreur des calculs. Enfin, je vais chercher le bout de slide. Là, en fait, on a supposé que l'erreur des capteurs était identique dans toutes les modalités. On pourrait déjà changer les erreurs en fonction de la modalité utilisée. Par exemple, dans le mouvement de tête, si on considère que c'est moins précis que le mouvement physique guidé, on peut dire qu'il y aura plus d'erreurs dans les capteurs dans la modalité visuelle. On peut le dire, on peut le poser a priori. Après, pour apprendre cette pondération, on peut le faire, si on avait beaucoup de temps, beaucoup de démonstrations et compagnie, en fonction de l'erreur du robot, il apprend à pondérer cette information en fonction des erreurs qu'il fait. Donc, je pourrais le faire. Mais après, j'imagine que c'est beaucoup de tests. Je sais pas si ça répond. Non, ça répond. Je pense que c'est un truc qui est assez important. Pourquoi? Parce qu'on va toujours pouvoir. Il y a un petit truc en disant, mais c'est pas trafiqué, quoi. C'est-à-dire que pour finir, cette trajectoire-là, on peut la discriminer facilement parce que pour finir en termes de force, en fait, c'est assez facile à discriminer. Peut-être pas en termes de trajectoire, mais en termes de force, etc. Donc il y a toujours un petit peu de scepticisme. Or, je pense en fait que votre méthode est beaucoup plus forte et très intéressante, et ainsi de suite. Typiquement, au début, je me disais, mais je crois que on ne va pas faire la classification au départ de façon très très simple sur des critères là-dessus, ce qui a été fait. Mais je pense en fait qu'elle est beaucoup plus riche. Donc c'est vraiment en fait pour essayer de soutenir votre démarche. Et moi, j'ai vraiment envie d'implémenter ça. Et je suis pas sûr en fait que dans les démonstrations en fait, que vous avez fait, c'est complètement mis en valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de variabilité dans le type de trajectoire testée. Mais en fait, parce qu'en fait, on n'est pas assez critique, quoi. On n'est pas assez... peut-être que en mettant vraiment les choses, peut-être en comparant sur en fait les données, quoi, et montrer en fait que c'est pas discriminant en fait en utilisant une certaine modalité, mais en utilisant en fait les POMP, on arrive à discriminer je sais pas quoi. Ça aurait été plus facile en fait à supporter cette méthode qu'on sent vraiment intéressante. Alors ça reste des études à faire. Nous, on était plus centrés sur permettre aux robots de faire les mouvements, c'est pour ça qu'on les a pas fait. Mais là-dessus, je pense que pour n'importe quel type de trajectoire, l'information cartésienne sera toujours plus précise, sauf dans le cas où le robot doit porter des objets, où il y a une information de poids ou des choses de ce genre qu'il doit prendre en compte, ou dans ce cas-là, par contre, l'information des forces aura beaucoup plus d'importance. Et sinon, pour des gestes naturels, j'imagine pas de cas où l'information cartésienne soit moins intéressante pour mettre à jour la primitive. Alors, la seule question aussi, c'est que moi, dans ma moyenne carrière,
j'ai eu à traiter en fait des cas où effectivement on a des, c'est pas des modalités, mais en fait des données physiques en fait qui sont des dimensions en fait qui sont différentes, et on est constamment en fait confronté au même problème que vous. C'est-à-dire que dire que rajouter des informations va améliorer les informations, en fait, souvent en fait c'est faux, parce qu'on a un problème de mixer en fait des choses qui sont de dimensions différentes et on ne sait pas en fait moduler justement ces choses-là. Donc la question que je vous pose, elle est un peu piégeuse parce que je veux dire, elle n'existe pas que en fait dans ce que vous faites, elle existe dans bien des autres. Mais dans la plupart des cas, en fait, comment on arrive à s'en sortir, c'est justement en fait en ayant souvent au regard d'un objectif des façons de normaliser ou de pondérer, de faire le plus simple des demandeurs physiques. Après, j'ai juste une remarque sur l'intention des personnes. Quelqu'un qui joue très bien au handball me dit, mais quand on regarde quelqu'un, quand on veut connaître les intentions de la personne au handball, on regarde les épaules, et on ne regarde pas en fait la tête ou le regard. Vous l'avez en plus noté sur les yeux, c'est-à-dire que les yeux, c'est très difficile en fait à les suivre et à anticiper un regard parce qu'on est constamment en train de bouger les yeux dans tous les sens. Parce qu'on se souvient, etc. La tête, c'est un peu intermédiaire. Et bon, les épaules, à mon avis, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est pas mal plutôt utilisé en fait dans l'engagement. C'est une remarque. Oui, mais j'ai quand même envie. Si je peux. En fait, ça, c'est des informations fixes qui peuvent aider à comprendre qu'on veut interagir ou des choses de genre, mais pour comprendre le mouvement à effectuer, par contre, si le robot, en plus, il ne comprend pas son environnement, je ne vois pas comment une information fixe comme la position des épaules peut aider. Par contre, ça peut aider à comprendre l'engagement. Oui, alors, le poids, alors, en général, en fait, quand tu dis, par exemple, au robot d'aller là-bas, quand quelqu'un comprend, c'est très rare, en fait, quand il fait un mouvement pour arriver, en fait, à quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que tu as dit, c'est qu'en général, sur le mouvement, en fait, on arrive à un but et que la personne, en fait, comprend ce qu'il y a derrière, en fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc en général, il suffit de montrer en fait, juste l'objectif final et pas la trajectoire en fait, pour donner des indications sur quelle trajectoire faut utiliser. Donc c'est pour ça que je te parle en fait, des épaules, parce que les épaules en fait, regardent le but et la tête en fait, regarde plein d'autres choses qui sont différentes. Donc c'est exactement ce qui se passe en fait, pour le handball. C'est les épaules en fait, regardent le but, et l'intention et le geste en fait, parce qu'il est connu par le golf sur comment en fait s'amorcer et la diriger, tu vas pouvoir anticiper. C'est-à-dire que voilà. C'est comme si on connaissait la position finale et on regarde la primitive qui permet d'atteindre. C'est ça, parce qu'elle est suffisamment discriminante en fait pour arriver en fait à un résultat. Mais non. Après, les mouvements, ils sont. Enfin, normalement, le robot, il peut faire le mouvement dans n'importe quelle situation, n'importe quel sens, dirigé vers n'importe quel type de but. Là, c'est pour apprendre des primitives de mouvement qu'on peut appliquer pour toute application. Ce que j'ai essayé de montrer dans une slide au début. Mais en fait, dans l'idée, dans ce qu'on veut faire, c'est pas diriger vers un but. Ça peut être appliqué pour n'importe quelle situation. Alors, ça veut dire que le robot doit être capable d'interpréter les différents objets. Ce que tu m'as dit, c'était que les données cartésiennes, en fait, permettaient d'évaluer en fait, la trajectoire, et que le regard de la façon était discriminante en fait, sur le choix des primitifs que tu avais. Donc, ton argument, il ne faut pas, quoi. En fait, pour finir. Une toute dernière question. Alors, la question à 1 000 €. La dimension en fait, de l'espace latent, donc tu montres que dans tout cas, en fait, à 5, c'est un choix. Ça semble déjà ça me convient. Est-ce que tu as fait varier un petit peu le nombre de tâches en fait? Est-ce que tu as un peu joué quoi, avec un certain nombre de paramètres pour savoir en fait cet espace latent, cette dimension d'espace latent, si on a un a priori de savoir en fait comment le faire? Non, pas du tout. Je n'ai pas lancé autant de tests. Même la taille, j'ai envie de dire, de l'encodeur et du décodeur, ils ont été fixés assez. C'était un test, j'ai pas eu l'occasion de tester tous les paramètres pour voir ce qui optimisait les choses. C'est un travail encore à faire. Et ça, tu penses que c'est des questions en fait, qui sont
importante, intéressante. Est-ce que tu as des idées tu ne veux pas les donner parce que... Donc l'idée c'est de voir quelle est la dimension d'espace latent qui permet de représenter un certain type de posture. Quelque part derrière, si cet espace est de dimension 5, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'au regard c'est-à-dire qu'il faut un espace de dimension 5 pour distinguer ça. Pour représenter en fait. Quelle est la dimension du mouvement en fait que tu regardes s'il y a un mouvement de dimension 5. D'accord ? C'est-à-dire que quelque part, il doit y avoir 5 paramètres qui définissent en fait ton mouvement. L'espace en fait tout complet, c'est ça. Donc quelque part là-dessus, cette question, elle n'est pas pour toi non plus, elle est pour ça, c'est-à-dire comprendre en fait pourquoi c'est 5 et 6 en fait, pourquoi c'est pas 4, etc. C'est quelque chose en fait qui est important parce qu'en fonction du nombre de primitifs que tu vas prendre, en fonction de la dimension, etc., si on n'a pas un petit peu d'a priori en fait sur cette dimension en fait, qui est là-dessus, alors ça va être compliqué de les regarder ou éventuellement de les changer. Parce que, admettons que ça marche très bien avec 7 primitifs, je crois que tu as dans un espace de dimension 5. Il y a la dimension, je crois qu'elle est assez 60. C'est quoi la dimension de ton 69 donc 69 fois 5, etc. Donc et on arrive à 5, c'est un peu un chiffre magique que tu prouves, je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Moi, l'idée, c'est est-ce qu'il y a des a priori de savoir si on peut dire au moins quels sont les paramètres en fait, qui va déterminer en fait, ce nombre 5 là-dessus. Voilà. Et puis, mais c'est une question de combien d'euros parce que je pense qu'il y a plein de problèmes en fait, qui sont... Il y a un truc à faire attention par contre, c'est que l'auto-encodeur, il encode seulement les postures. Oui. Donc en fait, les primitives, elles ne changent pas vraiment la taille de l'espace latent, il dépend des données en entrée qui sont les postures. En fait, l'espace latent de 5, il est suffisant pour représenter toute la posture de quelqu'un pour différents gestes. On a lancé plein de données pour... D'accord. Alors maintenant, en fait, si tu as... moi, je ne suis pas complètement sûr que si tu as 10 000 primitives, cet espace est suffisant. Je sais pas si, mon interprétation de la chose, c'est que je m'étais dit la posture de 69 articulations, pour pouvoir la compresser, les données clés qui représentent la posture humaine, c'est 5 primitives, avec une distribution en plus dessus. C'est sûrement vrai en fait pour les... Oui, mais parce que si je fais ça et si je fais ça, là, si je fais un mouvement en fait, tu vois, là ici j'ai juste la position de la main, quoi, ou par exemple ça. Donc un paramètre en fait, qui change là-dessus, donc je ne suis pas sûr qu'on trouve le dimension. Je ne sais pas si c'est exemplaire comme exemple. Oui, si, c'est dessus. Ouais, je comprends bien l'idée. Et en fait, c'est plus on voudra être précis dans la posture, plus il faudra sûrement un espace latent grand. Plus le nombre de primitives en fait. Enfin, je ne sais pas, c'est une question d'ailleurs. C'est le sens de ma question. En fait. Je n'avais pas vu ça. T'as pris ? Non, c'est bon. D'accord. Maintenant, on va passer aux encadrants. Ça a été assez raisonnable. Je dois poser des questions? Non, il y a des petits mots. Je fais ce que tu veux. Je vais répondre, ça veut dire... Non, t'as pas répondu. Ah, non. Je pense qu'elle voulait bien répondre. Je voulais complémenter ce qu'elle avait dit. Non, je suis je suis désolée, je ne voulais pas mettre dans ton pas. Non, tu peux dire comment ça s'est passé. Ah, oui. Alors, c'est la première fois, donc je ne suis pas très pratique avec ça, mais bon, je pense qu'elle je la connais un peu, donc je pense qu'elle a bien répondu. Ne commente pas sur le... Tu l'as déjà vu? Oui. Alors voilà, qu'est-ce que je peux dire? Je suis très fière, je me suis presque émue. Oh, je vais pleurer. Non. C'est le hormone. On va passer au deuxième. Je prends le relais? Oui, je dirais.
Et on peut quelque chose je pourrais dire. Non, je suis très contente qu'elle elle est arrivée qu'elle était une autre personne, je suis contente qu'elle a beaucoup progressé. Super. Bon. François, ça. Aussi que la thèse a pris une cure un peu différente par rapport à ce qu'on avait dit au départ, mais finalement, ça nous a permis aussi de, surtout les derniers travaux, ça a été un bon développement et ça va être continué. Hein, c'est pas que malheureusement les thèses s'arrêtent. Tu pleures aussi? Oh, non, je ne pleure pas. François, pourquoi tu fais rire? Oriane est arrivée qu'elle était toute petite, toute fragile. Maintenant, elle est en santé par rapport à... Elle fait les présentations, etc. Elle a progressé même en anglais. C'était surtout moi que je tenais à ça. Voilà, c'est mieux si continue français. Ah bah, bon, en tout cas, moi je voulais tout d'abord remercier les membres du jury d'avoir accepté de siéger à ce jury. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici parmi nous. Moi je te prends au mot, hein, Rachid. Ah ouais, j'en reviens quand tu veux. Pour discuter, tu le sais bien. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire Bah oui, c'est vrai, c'est la première thèse officielle. Qu'est-ce qui se passe? On termine. Alors, Je pose des questions pour que tu aies un peu là. Alors, pour dire, François avait dit qu'il y a des moments de la thèse qu'on sortait des mouchoirs. j'ai dû acheter un paquet de mouchoirs pour le suivi de la thèse d'Oriane. Il y a eu souvent beaucoup d'émotions, mais voilà, c'était très... J'en perds quand même mon latin. Je continue. On ne pleure pas. C'est bon. Ça va? Serena, c'est fini? Ouais. Donc voilà. Du coup, je sais plus ce que je vais dire. Hein. Voilà, ce que j'allais dire alors. Après avoir remercié les membres du jury d'être venus ici t'écouter, je pense qu'on peut saluer aussi Serena, pour qui c'était la première thèse officielle. Et je dois dire que Serena s'est vraiment investie et voilà, ça a été vraiment quelque chose de formidable, hein, quelquefois avec beaucoup d'émotion comme vous le voyez là. Mais voilà, ça a été, je pense, une thèse dont on se souviendra à un moment. Alors on est bien triste que ça se termine. Ah, tu sais, si tu veux m'embaucher. On va le faire pas le nord. Hein, bon, et du coup, moi j'ai une question. On va essayer tout va bien. On n'a pas discuté avant entre nous pour savoir quelle était l'ordre. J'aurais peut-être dû faire ça. Donc, je vous remercie déjà de m'avoir invité à ce jury. J'ai appris plein de choses. C'est pas tout à fait mon domaine. Hein. Donc, je suis pas sûre d'avoir compris toute la technique. Donc, j'ai posé des questions qui vont paraître peut-être un peu hors sujet ou trop simple. Il faudra. D'accord. Alors, déjà, moi aussi j'ai vraiment bien aimé votre vision de poser le problème, etc. Vous parlez de l'interaction, des interactions humain-humain, avec après humain-robot, etc. Ça c'est super, c'est des choses que je connais, donc c'est chouette. J'arrive à suivre. Après, pour les parties plus techniques, j'ai plus de mal. Mais je vais vous poser des questions là-dessus. Et puis je sais très bien que ce n'est pas le cœur même de votre sujet thème, mais n'empêche, vous l'avez placé dans ce contexte-là. Donc c'est plus peut-être en perspective. Donc vous parlez par exemple d'attention conjointe. Hein? L'attention conjointe, c'est quand il y a deux personnes pour regarder un même objet, pour en discuter, etc. Et là, vous le mettez en place en plus aussi avec la multimodalité. Il y avait le mouvement de tête et le bras. Et j'avoue que j'étais très très surprise
quand vous avez montré les données que vous preniez en entrée. Le mouvement 4 a fait ça. Moi, je suis désolée, quand on indique un truc, là, on fait absolument pas ça. Vraiment pas. Du tout, du tout, du tout. Donc, je me suis demandé, en plus, il y a une corrélation qui est très complexe entre modalités. Quand on indique quelque chose, c'est d'abord le mouvement des yeux, la tête, puis les bras. Et tout arrive en même temps. Ça, le corps humain est assez incroyable. Et si vous ne prenez pas en compte cette temporalité des modalités, je veux dire, je ne vois pas comment on va passer à l'échelle de vraiment d'interaction humain-machine, enfin humain-robot. Donc je comprends très bien qu'il faut faire les premiers pas. Ça, sinon, on n'y arrivera pas. Donc, comment est-ce que vous pouvez imaginer, adapter tous les résultats que vous avez obtenus pour vraiment passer à cette échelle d'interaction humain-robot où là, il faut vraiment regarder la corrélation entre modalités, la corrélation temporelle aussi. Donc le fait qu'il y en ait une qui suive l'autre. C'est-à-dire que quand on fait ça, là vous regardez des vidéos, et en plus, c'est incroyable, les vidéos que vous m'avez montrées, heureusement vous les montrez 2 fois. Non, je ne vais pas pouvoir l'utiliser comme démo en disant, mais oui, il y a ça. Il y a vraiment, c'est vous qui indiquez, c'est l'autre personne qui indique, c'est évident, c'est d'abord le regard, et puis après c'est la main. Et ça, je plein d'études, ceux qui en parlent de ça. Et après, quand on parle de la natation conjointe, il y a l'autre. Oh, votre robot, il me regarde tout le temps là, on ne regardez pas les pas. Faites-le regarder, même si c'est scripté. Faites-le suivre le mouvement de la main, parce que c'est pas possible que ça change. C'est là, dans la natation conjointe, il y a vraiment les deux qui s'atteignent ensemble. Justement, ça fait partie des limitations que j'avais mises où la tête du robot, il faudrait qu'il fasse un mouvement dirigé vers le but en amont, ce qui permettrait aussi à l'utilisateur de vérifier que le robot il va faire le mouvement attendu grâce à l'attention conjointe. Ça fait partie des perspectives futures, parce qu'actuellement on s'est intéressé aux gestes de bras, on était limité à ça, on n'a pas permis au robot d'apprendre un mouvement de tête qui correspond. Par contre, pour l'apprentissage, très bien. Je donne tous les détails. Pendant l'apprentissage, on a fait exprès des gestes exagérés. En fait, c'était des mouvements comme on fait avec les bébés pour leur apprendre des choses. On exagère toujours quand on parle, on insiste sur la bouche, etc. pour qu'ils apprennent. C'est un peu lié à ça, c'est des mouvements très limités. Après, c'est sûr qu'il faudrait aller plus loin. Et pour essayer d'apprendre la temporalité entre les modalités, je ne sais pas trop comment ça marche, je ne connais pas bien ce domaine. Est-ce que le geste il est fini quand la tête elle commence ou Non, c'est d'abord la tête. C'est d'abord le regard. Après, il commence le regard, la tête. Et le mouvement gestuel, il commence quand ça finit pile? Non. Il a peut-être ça. Parce que c'est super dur de faire de manière automatique. Après, ce que j'imagine qu'on peut faire, c'est qu'on apprenne des gestes naturels. Et si le bras s'enclenche toujours à peu près au même moment par rapport à la tête, vous pourrez apprendre la corrélation. C'est juste qu'au début, le bras ne bougerait pas au début. On pourrait apprendre des primitifs comme ça, on ne l'a pas fait là. Bon, on pourrait même s'attendre à, quand il y a un mouvement de tête, on peut faire anticiper le robot qui risque d'avoir un mouvement de bras par la suite. Ça me paraît intéressant. Et du coup, j'avais une autre question. Parce que ça a déjà été un petit peu abordé par David. C'est quand on fait en plus au niveau de la perception, les gens ils sont capables, les joueurs, par exemple les joueurs de handball ou des foot ou des danseurs, etc. Quand on est expert dans le domaine, on est capable de prédire quel va être le mouvement, mais super en avance par rapport à un non-expert. Et votre robot, d'une certaine manière, à un moment donné, devient expert parce que vous le faites 40 000 fois le même geste. Est-ce que vous ne pouvez pas utiliser ce phénomène-là? C'est ce qui fait qu'avec beaucoup de données, normalement, il est censé prédire plus vite le mouvement. Vous n'en parlez pas de ça? J'ai pas bien compris la question. Oui, justement, vous n'en parliez pas de cette histoire d'apprentissage plus rapide pour détecter, pour prédire. Je n'ai pas bien compris. En fait, on n'a pas analysé à quel point il pouvait réagir rapidement en fonction du nombre d'observations qu'il a eu pendant l'apprentissage. Ça aurait été intéressant pour voir ça, mais on regarde le résultat final, le fait que avec N démonstrations, souvent 20 ou 10 ou quoi, il est déjà capable d'anticiper le mouvement à partir d'un certain moment.
On aurait pu voir l'évolution, à quel point il devient expert en fonction du nombre d'observations qu'on apprentissage. Ce serait intéressant à regarder. Parce que ça, du coup, j'avais une autre question qui est aussi liée à ça, c'est savoir, j'ai l'impression que vous donnez un nombre fixe de faire répéter le mouvement, et il y a la question d'optimisation. Combien d'humains vous devez faire utiliser pour faire ça, et combien de répétitions vous devez faire. Je suis désolée, c'est des questions qui sont assez naïves, mais... En fait, à partir de 2 trajectoires, on peut apprendre une primitive, mais rien ne dit que ça sera suffisant pour permettre au robot de prédire bien les trajectoires. Le nombre, dans nos expériences, elles ont été faites pour que ça soit pas laborieux à faire, dans le sens où en simulation, on en a fait une 40aine parce que ça coûte pas grand-chose, c'est un joystick qu'on bouge. Par contre, pour manipuler le bras, je l'ai fait toute seule, donc j'en ai fait qu'une dizaine. Et je n'ai pas regardé à quel point il améliorait ses performances en fonction du monde. Ça reste à faire. D'accord. Et dans ces cas-là, s'il n'y a plus d'optimisation, c'est faisable de déterminer optimisation du ça va prendre le nombre de répétitions que vous devez faire. Pour un certain nombre de précisions pour eux. Ouais. Ça serait intéressant à regarder. Et comment ça se passe? On regarde l'erreur d'inférence moyen en fonction. Déjà, c'est limité à la trajectoire qu'on regarde. C'est une indication assez faible, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment du mouvement. Et on peut regarder pour un type de mouvement l'erreur qu'il fait en moyenne, et en fonction de ça, voir en fonction du nombre de données qu'il a eu pendant l'apprentissage, et voir à partir de combien de trajectoires de démonstration on a une erreur inférieure à un certain seuil qu'on fixe a priori, j'imagine. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair là. Et puis, j'ai une dernière question. Là, j'ai vu que ce que vous utilisez, par exemple, c'était un nombre de tâches finies, c'était ou bien 3 au départ et 3 positions, ou bien 7, etc. Donc j'imagine que c'est quand même assez non ambigu, des différentes positions, lorsque j'en ai plein. Comment est-ce que... J'ai pas testé ça. Vous n'avez pas testé? Ça sera intéressant à voir. Par contre, on a testé quand même 2 trajectoires qui ont des positions initiales et finales identiques, parce qu'il peut y avoir un peu d'ambiguïté dans ces cas. Mais oui, il y aurait beaucoup de recherches à faire. Notamment, je parlais du fait que selon la modalité, il y a des ambiguïtés qui devraient apparaître plus avec la modalité visuelle que physique, mais j'ai pas eu le temps de vérifier même ça dans les tests. Parce que en analyse de mouvement, chez l'humain, souvent, quand on essaie de caractériser, de reconnaître un mouvement, on peut, au départ, on peut voir, c'est peut-être ça comme mouvement, et puis au fur et à mesure, on va préciser. Vous pensez que c'est quel c'est? En fait, on use le maximum de vraisemblance à un moment, mais ça le fait implicitement. Nous, on garde le meilleur. On pourrait garder, pareil, avec un seuil, je ne sais pas comment on peut le fixer, selon a priori, le nombre, un ensemble de trajectoires possibles. Et puis à partir du moment où il est suffisamment sûr d'une trajectoire, celui-là. Ça fait partie dans les ouvertures qu'on faisait d'une des méthodes, on en avait parlé. J'ai une dernière question que j'ai vraiment dans votre conclusion, dans le perspective, vous parlez d'une montre, vous mettez d'une montre. Ah oui, j'étais pardon. Alors là, celle-ci, quand c'était elle permettrait de détecter la position de l'opération du bras. Je n'ai pas compris. En fait, j'ai été influencée par un film de science-fiction. J'étais à HFR, Human Friendly Robotics. Et il y avait une présentation d'un homme qui portait une montre qui permet de détecter les mouvements de l'utilisateur de la montre. En fait, il l'utilisait pour guider un robot. Et je m'étais dit, mais ça serait super ça, si vous pouvez avoir une telle montre pour guider le robot juste avec la montre. Au final, on a eu le X-Sense qui est beaucoup plus pertinent. Et en fait, j'ai pas mis à jour les conclusions de cette étude. D'accord. Ok, très bien. Alors, je ne me trompe pas, mais la tradition veut que s'il y a un docteur dans la salle et qu'il veut poser une question, en général, il n'y a pas de questions. Donc c'est bon. Merci à tous.